les céréaliers du Québec, le MAPAC, Unox et Dubreton, fiers partenaires de Zone Agricole. Bonjour, au programme cette semaine, on vous parle de changements potentiels pour l'agriculture au Canada si Donald Trump est réélu aux États-Unis dans quelques semaines. Le projet 2025 qu'il préconise pourrait jouer de vilains tours au Canada si l'ex-président revient au pouvoir. Bienvenue à Zone Agricole. Le projet 2025 qui est un texte de 887 pages issu d'un groupe conservateur de réflexion qui est formé notamment de républicains influents. L'objectif du projet est de préparer l'accès au pouvoir et à la transition présidentielle américaine en prévision de l'élection du leader républicain Donald Trump. Jusqu'à présent, les médias sont restés plutôt muets sur le fait que les résultats de cette élection pourraient avoir des répercussions majeures sur l'agriculture et agroalimentaire du Québec et du Canada. Ceux-ci consacrent leur couverture essentiellement aux thèmes centraux, dont l'immigration. Et pour parler aujourd'hui de ce projet 2025 porté par les Républicains, nous avons Michel Saint-Pierre en plateau tout à l'heure, ainsi que Marc Dion. Mais d'ici là, nous allons aussi entendre Guy Duval pour sa revue de presse, Yann Turmine pour le coup de gueule habituel, et auparavant, Simon qui nous fait un petit bilan de qu'est-ce que ça voulait dire, Trump au pouvoir il y a quelques années. Ah, ce cher M. Trump, bien, écoutez, effectivement, si on pense à l'aspect agricole, c'est pas nécessairement le sujet que M. Trump a exploité le plus à fond ou qui maîtrise le mieux, mais pour vraiment cerner un peu ce qu'il est capable de faire, il faut remonter aux années 2017-2018. À ce moment-là, M. Trump est monté au front en visant particulièrement les producteurs laitiers de l'État de New York et du Wisconsin, deux États importants. À ce moment-là, il faut se souvenir qu'il y avait une crise majeure dans le lait aux États-Unis. Le prix mondial du lait était à terre. Il y avait une vaste surproduction. Et un débouché qu'avaient trouvé les producteurs laitiers de ces régions-là, c'était le fameux lait diafiltré, un concentré de protéines laitières qui permettait de contourner les règles de la gestion de l'offre, donc d'être exporté au Canada, ce qui faisait bien l'affaire des Saputo et Parmalat de ce monde. Mais à ce moment-là, M. Trump, le Canada avait réussi à trouver une façon de se défendre contre le lait diafiltré en créant ce qu'on a appelé la fameuse classe 7. C'était l'équivalent du lait diafiltré produit avec du lait canadien et vendu à un prix compétitif avec le prix américain, ce qui était en contradiction flagrante avec les règles de la gestion de l'offre qui devaient garantir un bon revenu. Et c'est la période Trump est la période où la gestion de l'offre en a pris le plus pour son rhume, oui. En fait. Alors, à ce moment-là, ça a brassé beaucoup. Maintenant, si on regarde ce qui se passe présentement, il y a une grande différence. Le prix mondial n'est pas si mauvais. Il y a moins de surproduction aux États-Unis. Ils ont trouvé de nouveaux débouchés pour les protéines laitières. Donc, M. Trump, quand il va au Wisconsin, il parle beaucoup moins d'industrie laitière qu'en 2017-18. Il parle plutôt des industries, de la manufacture, tout ça. Alors, que nous réserve l'avenir avec M. Trump, éventuellement au pouvoir? Bien, je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Quoi qu'il arrive, même s'il ne met pas en pratique ce qui est contenu dans le projet 25, le seul fait qu'il soit là, ça va créer de l'incertitude, l'instabilité et du chaos. Merci, Simon. Alors Guy, bonjour. Aujourd'hui dans la revue de presse, tu vas nous parler des abeilles. On savait déjà que dans la ville de Québec, on traçait les chiens, on traçait les chats. Maintenant, on taxe tout le monde. On taxe les chiens, les chats, on les suit à la trace. On suit aussi nos abeilles à la trace. Oui, on suit les abeilles, puis c'est très important. Juste pour commencer, je voudrais venir à l'origine du mot apiculteur, parce que lorsqu'on parle d'abeilles, on parle d'apiculture. Alors, apis veut dire abeille en latin, parce que ça vient du mot latin. Et lorsque j'étais jeune et j'allais au séminaire, on parlait beaucoup de apis l'abeille et la crisse qui était laborieuse. Alors, vous comprendrez le petit gag qu'on faisait entre nous. Ça faisait... L'abeille laborieuse. Oui, abeille laborieuse, mais en latin, ça faisait apis la crisse, puis ça nous faisait rire beaucoup. Les temps ont changé. Déjà très blagueur adolescent. C'est quand même 60 ans. Mais
ce gag-là, il est resté parce que maintenant, il y a une entreprise en Gaspésie qui produit, qui fait des produits provenant de l'abeille et qui s'appelle Apis lacris. Ouais, qui fait du miel dans la baie des Chaleurs. C'est du miel. Alors, oui, c'est important contrôler ou savoir qu'est-ce qui se passe avec les abeilles, parce qu'on sait qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup de mortalité. Alors, au Québec, si vous voulez vous partir une apiculture, il faut absolument que vous enregistrez au MAPAC. Ça, c'est super important. Puis pourquoi s'enregistrer? Bien, ça donne un portrait fidèle pour le MAPAC au niveau là, de la production apicole. Et ensuite, ça permet de rejoindre les agriculteurs rapidement pour tout problème de nature sanitaire. Ça, c'est super important pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais s'il arrive quelque chose. Puis, ça permet de conduire des enquêtes sanitaires aussi pour évaluer la mortalité. Mais on enregistre nos abeilles, mais en fait, est-ce qu'on enregistre aussi, quand on déplace des fois les abeilles, en fait? Oui, est-ce qu'on oui. le sait où les abeilles, où ça se passe, les abeilles? C'est très important. Il faut tenir un registre pour les déplacements des abeilles, des déplacements des ruches. Ça, c'est obligatoire. Puis, il faut que le registre soit gardé pendant 5 ans pour que on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les 5 dernières années. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, un apiculteur, décide que lui, il ne passe pas par le MAPAC, ou il ne s'enregistre pas, ou il ne fait pas son suivi de déplacement? Il peut y avoir des amendes aux contrevenants. Ça peut aller de 250 $ jusqu'à 2450 $ pour les individus et en plus jusqu'à 6 000 $ pour des compagnies. Alors, c'est super important lorsque vous voulez partir une apiculture de suivre ces règles-là. Et puis, quelques informations sur les abeilles. Ça fait 20 millions d'années. Dans le temps des Égyptiens, il y avait des abeilles. Puis la reine, c'est la seule qui est capable de produire puis de pondre des œufs. Et on peut avoir jusqu'à 30 et 40 000 abeilles dans un rucher. Et pour conclure, au Québec, on a combien d'abeilles au Québec? Et combien de ruches? Il y a à peu près 600 apiculteurs, puis environ 45 000 ruches. Alors, puis, il ne faut pas oublier que l'abeille, elle pond 2000 œufs par jour. Puis c'est les faux bourdons, d'ailleurs, qui s'occupent de la reine. Et lorsqu'ils s'accouplent, ils perdent leurs organes génitaux en vol. Alors, c'est leur seule fois qu'ils peuvent reproduire. Oui. Merci, Guy. Oui. Alors, messieurs, bonjour. Marc Dion, qu'on a déjà eu sur le plateau, ancien sous-ministre au MAPAC, Michel Saint-Pierre, qui est avec nous chaque semaine, président de l'Institut Jean Garon. Revenons donc au sujet central de l'émission, qui est et si Trump revenait au pouvoir, quel impact pour nous? Michel, on a beaucoup entendu parler d'immigration, on parle essentiellement d'immigration dans la campagne actuelle entre Trump et Harris. Quels sont les enjeux autres dont on devrait parler finalement? L'agriculture, enfin, ce qui nous concerne, on n'en parle pas, mais c'est un enjeu extrêmement important. D'abord en termes économiques, et puis d'autre part, c'est que tout le côté l'imprévisibilité qui caractérise la présidence, qui a caractérisé dans le passé, mais l'individu continue d'être... Trump, en fait. Trump, on peut même dire que c'est pas l'historique des républicains qui est important là-dedans. On pourrait même dire qu'il est Trump plutôt qu'un républicain, parce que dans l'histoire, les républicains n'ont pas été de mauvais gouvernements par rapport à l'agriculture. Tout le monde était un peu protectionniste, mais ils étaient plus prévisibles. Alors, le côté, la situation actuelle, c'est qu'est-ce que ça nous attend, mais on a raison d'être très inquiets. Alors justement, Marc Dion, qu'est-ce qui nous attend? Vous avez lu le fameux document de presque 900 pages qui vient d'un groupe qui s'appelle Héritage Fondation. C'est quoi d'abord ce groupe? Puis c'est quoi l'essentiel que nous dit ce document en lien avec l'agriculture? Heritage Foundation, c'est un think tank à Washington. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme l'Institut économique de Montréal multiplié par 30.
si on veut faire un comparable, c'est un comparable un peu boiteux, mais je pense que ça nous donne une image par rapport à ce que ça peut être. Ça fait des études, ça produit des documents et ça fait des recommandations au gouvernement. Ce qui est important de savoir, c'est que ce Heritage Foundation-là a joué un rôle très important dans la présidence de M. Reagan dans les années 80. Et de la même façon dans la présidence de M. Trump de son premier mandat. Donc, on peut présumer qu'ils vont avoir encore des entrées auprès de M. Trump, bien qu'il ait pris, d'une certaine façon, ses distances avec ça, mais c'était électoraliste. Et qu'est-ce que nous dit le document quand on va dans les paragraphes qui sont liés à l'agriculture, l'agroalimentaire? Lorsqu'on entre dedans, par exemple, lorsqu'on prend, parce que c'est un document qui couvre l'ensemble des opérations gouvernementales. Et donc, lorsqu'on entre dedans, mais je me suis intéressé beaucoup plus à la partie agriculture et commerce international. Et dans ces parties-là, c'est un document qui est anti-changement climatique, anti-agro-environnement et qui est anti-accord sur le commerce, notamment OMC. Avec des nuances pour l'accord sur le commerce Canada, États-Unis, Mexique, quand même. Donc, ça chamboule donc les règles actuelles, en fait. Bien, si on appliquait de façon complète ce qui est dit dans ce document-là, c'est certain qu'il y aurait une partie d'incertitude très importante qui serait créée chez nous dans l'agroalimentaire, parce qu'on exporte quand même plus de 8 milliards de produits agroalimentaires aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des nouvelles normes qui arrivent là, qui seraient applicables en arrivant avec Trump? Est-ce que juste l'arrivée de Trump rend ça applicable? Non. Non, c'est là, parce qu'il y a certains gestes qui sont prévus dans ça, ça dépend d'une part des nominations qu'il va faire à l'agriculture, au USDA comme tel, ça dépend des mandats qu'il va pouvoir accorder, mais il y a certains aspects qui vont nécessiter l'approbation des chambres, de la Chambre des représentants puis du Sénat. Et donc là, à partir de là, il y a une incertitude. Est-ce qu'on risque, Michel, de voir se centraliser quand même un pouvoir autour de Trump ou autour de certains groupes? Et est-ce que ça enlève de l'autonomie à l'USDA, en fait, au ministère de l'Agriculture américain? Bon, oui, ça enlève de l'autonomie. Parce que la voix de Trump est toujours assez dominante quand il s'agit de politique et ça le dérange aussi d'avoir, ce que m'a mentionné, des pouvoirs qui ne sont pas les siens. Par exemple, les pouvoirs qui sont dévolus au Congrès. Ça le dérange. Évidemment, quand on ne contrôle pas tout à fait les chambres, Trump doit malheureusement, négocier avec les chambres, ce qui est jamais, ce qui est pas vraiment quelque chose qu'il aime beaucoup. C'est pas sa tasse de thé, ça, négocier avec d'autres. Et des situations comme, par exemple, je ne veux pas être alarmiste, mais la gestion de l'offre a toujours été un peu sur la mire, pour leur mire d'ouverture, parce que pour Trump, littéralement, c'est du communisme, ça. Hein? C'est ça, sur le propos des mots, là, c'est ça. C'est du communisme. Et on a dû faire des concessions dans le passé. Est-ce que la gestion de l'offre, on va dire tout de suite, je vais revenir tout de suite au consommateur, parce qu'il y a aussi l'aspect consommateur dans le document. Mais là, justement, puisque Michel parle de gestion de l'offre, est-ce que la gestion de l'offre qui a été à risque, en fait, dans le premier mandat de Trump, est réellement à risque à nouveau, avec l'arrivée de Trump au pouvoir? Au départ, là, Trump veut remettre en question l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et si on pratique la gestion de l'offre, c'est en vertu des règles de l'OMC. Il y a un article dans les accords qui permet aux pays de pratiquer une politique de ce type-là. Mais s'il remet en question l'OMC, si les États-Unis se retirent de l'OMC, et si, il y a beaucoup de si, là, si ils demandent, parce que là, sans les États-Unis, l'OMC, là, ça devient quelque chose de pas mal malade, là. Puis ils peuvent, eux, appliquer ce qu'ils veulent comme règle à partir de là. Mais eux, ils voudraient, en principe, renégocier un accord avec des pays amis, sans la Chine, sans la Russie, sans un certain nombre de pays. Et donc, cet article-là devient quoi, là? Est-ce qu'on peut dire que la dernière fois, en fait, on avait comme demandé au Canada, voulez-vous retirer le concept de gestion de l'offre de votre système? Ouais. Là, on passerait par la porte d'à côté, on va directement à l'OMC, on sort de là, puis on fait ce qu'on veut. En fait. C'est ça, c'est là le danger. Tout ce qui donne la légitimité au système de gestion de l'offre disparaîtrait avec le retrait de l'OMC des États-Unis. Les États-Unis veulent avoir une politique à eux. C'est ça. Ils n'aiment pas ça non plus partager avec d'autres pays des pouvoirs ou des droits. Alors, en se retirant, on devient seul responsable de tes gestes. Il faudrait renégocier un nouvel accord avec les Américains de ce point de vue-là. Alors, c'est pas fait, là.
Attention, il y a du travail à faire. Donc, il y a une partie, quand Michel dit le mot insécurité, ça devient très sérieux. Parce que les Américains, en fait, s'ils arrivent avec ce document-là, la raison pour laquelle ils ont travaillé sur ce document-là, c'est en lien, en fait, avec des déficits commerciaux qui sont quand même importants. Ils veulent répondre à des Américains qui se posent des questions, quand même. Les États-Unis vivent à l'intérieur d'un système où il y a des déficits commerciaux chez eux qui sont très importants. Avec la Chine, c'est quelque chose comme plus de 400 milliards, pardon. Et alors qu'avec le Canada, c'est quelque chose comme 70 milliards par année. C'est énorme. Mais on sait aussi, cependant, que c'est les grandes corporations qui font des transactions, mais les profits reviennent aux États-Unis. Il ne faut pas se tromper là, à la fin. Là. Hein? Alors, mais ils veulent combattre et ils veulent rééquilibrer certains éléments du système. Leur chaîne d'approvisionnement a été rompue pendant la pandémie, puis là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient vulnérables sur plusieurs dossiers stratégiques. Et donc, ils veulent reprendre la main sur un certain nombre de créneaux. Et je ne peux pas douter que l'agriculture ou l'agroalimentaire dans son ensemble est un dossier stratégique. Je vais faire l'avocat du diable aussi, parce que dans le document, on met beaucoup la place aux consommateurs. On dit beaucoup que tout ça est fait pour répondre aux attentes des consommateurs. Si le projet que dépose la Fondation Héritage est en faveur du consommateur, finalement, c'est bien. Le consommateur, on dirait, quand on s'en occupe jamais, même au Canada, c'est pas le consommateur qui est au centre du système, là. Non. Mais effectivement, il est pas mal au centre du document 2025. Est-ce que c'est une des bonnes choses du document? Que le consommateur soit là? En principe, hein, je pense que oui. Oui, tu as raison. En principe, oui. En principe. L'idée directrice que le consommateur dirige la demande, c'est le consommateur qui décide ce qu'il achète, donc l'industrie doit produire ce que le consommateur attend de lui. Ça, c'est un principe que je considère comme très, très correct. Le problème, c'est comment on interprète les avancées qu'il y a dans ce document-là. Parce que eux, leur prétention, c'est de dire on va retirer de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture, toutes les politiques qui sont liées à l'agro-environnement, l'agriculture biologique, les conditions, tous les changements, les questions sur les changements climatiques. Il se fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Il se fait beaucoup de développement dans ce domaine-là. Et là, si ça se retire de l'USDA, bien, on a des retombées de ces questions-là chez nous qu'on va perdre complètement. Et puis, évidemment, les États-Unis, c'est un des pays les plus polluants du monde, parce qu'à cause de sa grande industrie. Bien, évidemment, on en subit les conséquences. Et l'agriculture est un des premiers secteurs à subir les conséquences des changements climatiques. Il ne faut pas se tromper. Oui, évidemment. Et la place du consommateur dans l'agriculture, qui est quand même la bonne nouvelle du document, oui. Est-ce que nous, avec notre système, est-ce qu'on l'applique, nous? Est-ce qu'on arrive à faire ça? En partie. En partie. Oui, en partie, mais évidemment, le lobby de l'agriculture est très fort aussi. Donc, ceux qui produisent ont une écoute considérable. Donc, c'est toujours un peu cette balance-là que les gouvernements pratiquent, de toute façon, entre l'industrie, puis c'est vrai aux États-Unis, entre l'industrie qui, elle, veut avoir ses meilleures conditions pour évoluer, ce qui serait le cas, comme Marc vient mentionné, si on enlève toutes les barrières au niveau environnemental, parce que, évidemment, ils sont climato-sceptiques, passablement. Donc, si on enlève tout ça, bien, il y a des industries qui vont dire bravo, mais d'autre part, c'est pas la fin, c'est pas l'avenir de la planète, ça. Hein? Pour leur interprétation, dire c'est le centre, c'est l'Américain moyen, c'est le citoyen américain, bien, ça veut dire aussi que les lobbies ne sont plus bienvenus, entre guillemets. Là, c'est comme ça qu'ils l'écrivent directement. Donc, l'American Farm Bureau aurait pu ses entrées autant au USDA. C'est pas demain matin que ça va arriver, ça. Je pense pas. Alors, si on appliquait ça chez nous, ça voudrait dire, intégralement dans les mots qu'eux utilisent, il faut faire attention, personne ne parle de ça ici, bien, ça voudrait dire que des lobbies comme l'UPA, on mettrait ça de côté. C'est pas demain matin non plus. C'est pas demain matin non plus que ça va arriver. Je ne faut pas s'inquiéter là-dessus, en tout cas. Merci, messieurs. Merci.
Bonjour Richard Kopman, au développement des affaires de la compagnie Tzanett. Alors en fait, vous êtes ici pour d'abord nous parler de Tzanett, une compagnie qu'on ne connaît pas beaucoup, les téléspectateurs ne connaissent pas beaucoup. Première chose, vous avez été un des partenaires importants de la semaine Marc Vera, qu'on a organisée avec la Vie agricole et qu'on a couvert avec Ma TV. Quel a été le feeling d'une part de vos équipes, puis quelle a été la volonté, pourquoi cette volonté d'accompagner cette semaine du grand chef gastronomique? En fait, c'est un peu une des rares occasions, en fait, qu'on peut avoir dans une même salle les producteurs maraîchers, les distributeurs, les fournisseurs, soit d'équipements ou autres, pour discuter, en fait, puis partager le même but, en fait, c'est la satisfaction de la clientèle, de pouvoir sentir, en fait. D'avoir toute la filière, en fait, autour de ces fameux déjeuners des chefs, là, en fait. Oui, exactement. Puis c'est rare. C'est quand même une occasion quand même assez rare. Mais même si on sait que, bon, évidemment, que tous existent, là, mais il reste quand même que c'est agréable d'échanger. Oui, c'est effectivement une belle opportunité de mettre tout le monde autour de la table, c'est le cas de le dire. Exact. Tzanett, c'est une compagnie qui existe depuis combien de temps? Puis ça appartient à qui, Tzanett, en fait? Ça vient d'où? Tzanett est une compagnie familiale qui a été fondée en 1974 par 3 frères. Puis l'esprit familial est toujours à l'intérieur de l'entreprise. De grosso modo, oui. Tzanett, parce que vous dites 3 frères, est-ce que c'est des frères grecs, c'est ça? Oui, c'est des frères grecs. Oui, okay, des immigrés au Canada et qui ont lancé Tzanett, en fait. Oui, okay. Oui. Puis le siège social est à Montréal. Oui. Est-ce que c'est une grosse compagnie? Le centre de distribution est à Montréal, oui. Il y a à peu près 160 employés en tout et partout, incluant le bureau de Québec également. Par contre, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'à Montréal, le siège social, mais c'est aussi notre centre de distribution. Okay. Le centre de distribution qui au-dessus de 250 000 pieds carrés sur 2 étages. Okay. Donc, pour faire une image de tout ça, c'est l'équivalent d'à peu près 5 terrains de football américains. C'est immense. C'est immense. Mais c'est... Puis vous êtes une compagnie qui est essentiellement dédiée à la restauration. Oui. Vous pouvez vendre au grand public aussi? Oui. Oui. Aussi. Oui. Mais en fait, c'est vos principaux clients, je dirais, si on faisait un pourcentage de chiffre d'affaires auprès des restaurants, c'est quoi? C'est 50%? C'est 80%? On peut dire que si on parle chiffre d'affaires restauration versus monsieur et madame tout le monde, on dirait que 95% c'est la restauration. Okay. Ça n'empêche pas que si vous, comme je vous ai dit tantôt, si vous voulez vous acheter un fouet, un couteau de chef, c'est ça que les citoyens peuvent rentrer, les consommateurs peuvent aller à Montréal. Ça reste ouvert à tout le monde, même si c'est spécialisé restauration. Oui, et à Québec également. Okay. Puis qu'est-ce qui vous différencie? Non, c'est moi qui devais bégayer. C'est moi. Qu'est-ce qui vous différencie en fait de la concurrence? En fait, pourquoi les restaurants se tournent vers Tzanett? En fait, c'est quoi En fait, je pense que c'est un peu, je sais que c'est un peu la mentalité familiale à l'intérieur de l'entreprise. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui reste assis dans leur bureau. Tout le monde peut interagir avec les clients, soit même par téléphone ou sur place. Puis on est toujours pris en main. L'important pour nous, c'est la satisfaction du client. Ah oui, on a réussi à baigner chacun son tour, c'est bien. C'est notre but premier, en fait. On ne veut pas se faire devenir des vedettes des réseaux sociaux, puis se bâtir du capital politique sur le dos de nos clients. C'est le contact humain avec le client qui reste au cœur de la mission. Exactement ça. Le but premier, c'est de satisfaire le client, puis bâtir des relations d'affaires durables. Merci beaucoup. Plaisir. Yann, bonjour. Alors, on est sur le thème principal de l'émission, le retour de Trump au pouvoir. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur l'agriculture au Canada? À écouter nos experts qui nous ont parlé aujourd'hui, c'est quoi la lecture que tu fais de ça? D'abord, ça a été quoi l'impact Trump? Comment tu l'as vécu, en fait, toi, dans le milieu agricole? Puis, qu'est-ce que ça pourrait devenir, en fait?
Salut Yannick en passant. Un peu, je discutais avec nos panélistes avant l'émission et j'avais le commentaire, la différence entre les démocrates et les républicains avec Trump à la tête, c'est que dans un cas, on nous donne une claque en pleine face avec des excuses, puis dans l'autre cas, on nous donne une claque en pleine face en disant « tu l'as mérité ». Au bout de la ligne, la claque a fait mal. Je pense qu'aujourd'hui, la situation de la politique agricole américaine, je pense que autant le Canada que le Québec doivent se méfier. Les Américains, justement, en partie à cause de ce qui se passe dans le monde, où c'est qu'on voit des grands pôles vraiment se préciser, la Chine, la Russie, pour d'autres raisons, et probablement l'Inde dans quelques années. Là. Or, ces gens-là, chacun gère ses politiques comme il veut, notamment ses politiques agricoles. Puis les Américains, ce que les panélistes nous ont dit, c'est commencent à remettre en question leur rôle à l'intérieur des grandes organisations là, multilatérales, dont l'OMC. Ils pourraient choisir de sortir de l'OMC, refaire un nouveau traité avec les différents pays démocratiques aux conditions voulues par les Américains. Et en fin de compte, ça va être selon leurs intérêts. Alors, dans certains cas, ils vont dire ça fait notre affaire. Dans d'autres cas, ils vont dire exactement le contraire de ce qu'ils ont dit la veille à un autre pays. Alors ça va devenir très difficile à gérer. L'autre chose qu'il faut faire attention, c'est autant le Québec, autant le Canada, on est un pays exportateur. J'ai regardé des statistiques dernièrement, là, pour le Canada. Le Canada, depuis les années 60, en tout cas, c'est quand les statistiques que j'ai regardées, a été d'abord, le plus grand exportateur au monde de produits agricoles, c'est les États-Unis. Ça a toujours été les États-Unis. Le Canada a été entre le 2e et le 5e exportateur agricole et dans les 10 dernières années, c'était plus proche du 5e rang que du 2e rang. Or, le Canada est un très grand exportateur de produits agricoles et un de ses premiers clients, si ce n'est son premier client, c'est les États-Unis. Alors, c'est sûr que, moi, je pense que dans les prochaines années, on va devoir se coller de plus en plus là, à la politique américaine, aux façons de faire américaines. Est-ce qu'on peut dire que finalement, en conclusion, que peu importe qui va être au pouvoir aux États-Unis, le Canada est comme le petit frère des États-Unis, n'a que le choix que de s'accrocher aux États-Unis. Et je pense que ça va être de plus en plus ça. L'autre chose, c'est on a d'un côté, c'est un peu surprenant la relation qu'on a avec les Américains. Je vais vous donner 2 exemples. Autant d'un côté, on a la gestion de l'offre qui empêche des produits américains de rentrer, mais autant de l'autre côté, on a des produits comme le chocolat qui est exporté parce que les Américains ont mis une barrière et qui permettent cette exportation-là. Merci Yann, c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie beaucoup d'avoir suivi Zone Agricole. Alors, on vous dit à la semaine prochaine, une fois de plus. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur notre site internet, lavieagricole.com. Les céréaliers du Québec, le MAPAC, Unox et Du Breton, fiers partenaires de Zone Agricole.